Salut les tiposters. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des indispensables pour démarrer un atelier de menuiserie amateur. Alors dans cette vidéo, j'aimerais aborder différents points rapides sans forcément approfondir le truc, mais pour vous donner une idée générale des éléments indispensables pour démarrer un petit atelier de menuiserie. Donc dans un premier temps, il va vous falloir un endroit pour travailler. Cet endroit, ça peut être un balcon, une terrasse, un grenier, votre sous-sol ou votre garage, ou alors une cave, voire même une pièce de la maison. Chaque endroit pour bricoler aura ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que si vous avez par exemple un balcon ou une terrasse, il faudra forcément ranger vos outils. Vous ne pouvez pas les stocker dehors à l'air libre, donc il vous faudra quand même un espace de rangement dans la maison ou dans l'appartement dédié à vos outils. Il existe quand même maintenant différentes solutions d'établi et de rangement modulables pour travailler sur un balcon malgré les contraintes de rangement qu'on peut avoir à côté. J'ai démarré le travail du bois sur une terrasse où à chaque fois j'étais obligé de ranger mes outils. C'est pas insurmontable. Ensuite, si vous avez un grenier, c'est plutôt pas mal. Pareil pour mon expérience perso, mon deuxième atelier, c'était le grenier de la maison. Alors l'inconvénient du grenier, c'est que souvent c'est assez haut dans la maison, c'est pas forcément accessible et l'été il fait souvent très chaud et l'hiver il fait souvent très froid. Du coup, les variations de température pour le bois, c'est quand même pas idéal. Pour la cave, il faudra faire attention au taux d'humidité pour éviter que les outils ne rouillent. L'idéal reste forcément le garage s'il ferme à clé ou alors le sous-sol ou carrément ici comme moi une pièce dédiée à l'atelier. Deuxième point, ça va être l'établi. Donc forcément, pour commencer à travailler le bois, il va vous falloir un plan de travail. Ce plan de travail peut être fait à partir de tout et n'importe quoi. Ça peut être un ancien bureau, une ancienne table, un établi pliable, ou alors, carrément, si vous avez de la place, un vrai établi. Pour que ça commence à être agréable à travailler dessus, je pense que les dimensions minimales, ça serait à peu près du 1m10 par 60 cm de profondeur. Et la hauteur, c'est la hauteur qui vous conviendra le mieux pour travailler le bois sans vous détruire le dos. En ce qui me concerne, mon établi a toujours été assez haut. Vu que j'ai des problèmes de dos, pour moi c'est quand même plus confortable de travailler à une bonne hauteur. Le troisième point à aborder, ça va être tout ce qui est tracé. Il va quand même vous falloir un minimum d'outillage pour tracer sur votre bois. Donc pour tracer, il va vous falloir une équerre. De ce style-là, ça suffit largement. Le top, l'idéal, c'est d'avoir une équerre combinée comme celle-ci, qui va aussi faire, avec un accessoire supplémentaire, rapporteur d'angle. Moi, j'ai goûté à ça et franchement, je peux plus m'en passer. Ensuite, il va vous falloir un grand réglé de préférence, c'est pratique pour les grandes longueurs, et un tout petit qui va vous permettre de mesurer les petites dimensions et d'avoir ça sous la main rapidement pour prendre des codes. Il vous faudra aussi bien entendu les crayons pour tracer sur votre bois, un mètre ruban pour les grandes longueurs, ça peut être pratique. Malgré que ça soit pas précis, ça dépanne quand même. C'est bien d'avoir sous la main un compas qui pourra de temps en temps vous rendre service. Ces outils de tracé sont vraiment le minimum indispensable à avoir pour commencer à reporter des codes sur le bois et à tracer ce que vous avez besoin. Bien sûr, il existe d'autres outils de tracé, comme par exemple le trusquin ou le tranché, mais pour moi, ces outils ne sont pas forcément indispensables quand on commence à travailler le bois. J'ai commencé sans et ça ne m'a pas empêché de faire quelques réalisations. À partir du moment où vous êtes précis dans vos tracés au crayon de bois, je vois pas pourquoi il y aurait des soucis sur le reste des assemblages. Le quatrième point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est tout ce qui concerne les outillages à main. Je pense que quand on commence dans la menuiserie, il vaut mieux privilégier l'outillage à main pour se faire déjà une première expérience et apprendre les bases plutôt que de tout de suite s'orienter sur des grosses machines. Les indispensables, ça sera une scie, qu'elle soit aiguine ou japonaise. En plus de ça, on peut la compléter par une scie à dos qui donnera un peu plus de précision si vous souhaitez faire des assemblages à queue droite ou à queue d'aronde. Les ciseaux à bois, il en faut. Vous n'êtes pas forcément obligé d'avoir un coffret de 50 ciseaux à bois. On trouve des lots qui valent quand même la peine dans les grandes surfaces de 3 ou 4 ciseaux et pour démarrer ça fait très bien l'affaire. Pour les ciseaux forcément il faudra les affûter, donc là c'est pareil. Est-ce que ça vaut le coup tout de suite d'investir dans du matériel d'affûtage assez onéreux? Non. Vous pouvez très bien affûter vos ciseaux avec du papier à poncer. C'est sûr, c'est pas optimal mais ça fonctionne très bien. Pour le grain, on peut partir sur du 400, du 600, du 800,
voire du 1000, c'est des grains que l'on trouve assez facilement en grande surface de bricolage. Pour peaufiner tout ça, on peut utiliser ce qu'on appelle du micro-mèche. C'est un abrasif sous forme de tissu qui est couramment utilisé en carrosserie pour polir des surfaces et ça va jusqu'au grain 12000, ce qui permet d'avoir des surfaces polies sur les ciseaux à bois. Ensuite, on va privilégier aussi le marteau. Alors le marteau, on peut prendre un marteau simple ou un marteau américain et le marteau américain aura l'avantage de pouvoir arracher les clous lorsque vous avez des choses à démonter. Ensuite, il y a le fameux maillet qui peut rendre service avec les ciseaux à bois. Une simple pince multiprise qui peut servir à retirer des tourillons qui sont coincés dans certains trous, par exemple. Un jeu de clé BTR qui vous servira pas forcément pour travailler le bois, mais qui vous servira pour entretenir, si vous avez besoin, vos machines, vos électroportatifs. Et je viendrai sur l'électroportatif tout de suite après. Un lot de tournevis, des limes et des râpes, sachant que vous pouvez très bien commencer par une grosse lime et une râpe seulement. Pas forcément avoir une collection complète de limes de toutes les tailles et de râpes de toutes les tailles et de toutes les formes. Un étau à mettre sur l'établi, ça fait aussi l'affaire. Pas besoin tout de suite d'avoir des presses. Moi, les presses, j'ai attendu quelques années avant de les avoir. Alors c'est vrai, ça rend service, mais longtemps, j'ai utilisé un simple étau. Et ensuite, l'indispensable, les rabots. Utiliser des rabots à main, il y a différentes tailles, différentes formes, différents prix aussi. Et pour bien commencer, je dirais qu'il faut au minimum 2 voire 3 rabots à main. On peut partir sur la demi-varlope qui va servir à dégauchir, un numéro 4 qui est le standard et le passe-partout des rabots à main, et pour finir, un petit rabot à angle faible qui aura l'avantage de venir faire la finition sur les surfaces de bois. Maintenant, on va parler du sujet le plus sensible, celui qui est source de disputes sur les forums et sur les groupes de discussion, c'est l'électroportatif. Alors, bien entendu, pour celui qui va se lancer dans la menuiserie amateur, l'électroportatif va prendre une place importante. De là à jurer que par des marques bleues, des marques noires et vertes, ou alors des marques jaunes, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. L'électroportatif indispensable, ça va être forcément de quoi couper rapidement et efficacement. Donc on va partir sur une scie circulaire. Sans citer de marque, la scie circulaire que j'ai m'a coûté à peu près 80 balles. Elle est toujours fonctionnelle aujourd'hui, elle a été transformée en scie sur table et elle fonctionne encore parfaitement. Ensuite, il vous faudra une visseuse sans fil. De préférence, on va aller vers des visseuses de 18 volts avec des batteries lithium-ion qui tiennent largement mieux la charge que le NiMH. Le 18 volts permettra d'avoir de la force et l'ampérage des batteries vous permettra de tenir dans le temps. À la visseuse sans fil, on peut ajouter une perceuse filaire. Pourquoi une perceuse filaire? Parce que tout simplement, les visseuses sans fil, par exemple comme la mienne, il n'y a pas la possibilité de venir serrer quoi que ce soit au niveau du mandrin. Pourquoi serrer quelque chose au niveau du mandrin? Tout simplement parce que si vous avez une perceuse filaire, vous pourrez utiliser ce genre de guide pour la transformer en petite perceuse à colonne qui vous rendra bien des services. Pour le reste de l'électroportatif, on va pouvoir s'orienter sur une défonceuse. Sur la défonceuse, ne faites pas la même connerie que moi, j'ai acheté la même marque que la visseuse que je viens de vous montrer et finalement j'en ai été très déçu. Du coup, j'ai dû en racheter une. La première, je l'ai transformée en défonceuse sous table et la seconde, je m'en sers pratiquement tout le temps parce qu'elle est vraiment génial à utiliser. Et là, sur ces électroportatifs, il faut pas hésiter à mettre le prix, mais toujours rester raisonnable, c'est-à-dire ne pas aller claquer 600 ou 700 balles dans une défonceuse, alors qu'on peut en trouver de très bonnes à 200-250 balles. Il vous faudra aussi un aspirateur d'atelier. Pareil, essayez de trouver un truc standard où les sacs sont facilement trouvables, soit dans les grandes surfaces de bricolage, soit sur internet. On peut partir sur une ponceuse. La plus polyvalente pour moi, c'est la ponceuse triangulaire. Vous pouvez avoir de l'orbital, de la ponceuse à bande, mais elle reste assez spécifique. J'ai commencé avec la triangulaire, elle est toujours là, elle est toujours présente, c'est une marque de grande surface de bricolage et elle me rend bien des services. Alors oui, on peut toujours faire mieux, on peut toujours aller dépenser ses sous et mettre pareil 500-600 balles dans une ponceuse, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le faire? Ma liste des outils électroportatifs indispensables s'arrêtera là-dessus. Pourquoi? Parce que
tout simplement, avec ce que je viens de vous donner, vous avez quand même la possibilité de faire pas mal de choses au niveau du travail du bois. Et si vous vous intéressez vraiment au travail du bois, vous êtes un minimum bricoleur, je pense, et du coup, rien qu'à partir d'une scie circulaire et d'une défonceuse, vous avez la possibilité de vous faire des choses intéressantes, de transformer votre scie circulaire en scie sur table qui sera démontable. Vous pouvez ensuite récupérer la scie circulaire pour faire des découpes à la volée, ou alors la remettre sous la table et faire des découpes plus intéressantes avec un chariot de coupe ou du délignage. Et la défonceuse, c'est pareil, vous trouverez sur internet plein de plans pour faire des petites tables de défonçage qui vous permettront de transformer votre défonceuse en défonceuse sous table, en gardant à l'esprit que ça peut être démonté, pour réaliser toutes sortes d'usinages, des feuillures, des encoches, des mortaises et tout ce qu'il peut y avoir de classique et courant dans le travail du bois. Forcément, avec la défonceuse, vous choisirez quand même un lot de fraises qui va bien et qui va permettre de faire un maximum de choses. Le 6e point, ça va être tout ce qui est accessoires et consommables. Il va vous falloir du papier à poncer, et là, n'hésitez pas à vous faire une collection de papier à poncer de différents grains. Il y a forcément un moment où vous aurez besoin de faire des trous dans votre bois, donc il vous faudra quand même un coffret de forêt à bois. Généralement, ces coffrets vont de 3 mm à 10 mm, c'est largement suffisant. Après, il y a des forêts un peu plus spécifiques, mais ça, vous verrez si vous en avez besoin ou pas. N'allez pas investir dans des choses que vous n'allez pas forcément utiliser. Il va vous falloir des serre-joints, beaucoup de serre-joints. Mais pour démarrer, c'est pas la peine d'en acheter 50, ça va servir à rien. Partez sur quelques-uns et équipez-vous en serre-joints en allant suivant ce que vous avez à faire. Une alternative aux serre-joints, c'est les sangles à cliquer qui permettent quand même de rendre bien des services sur les grands panneaux ou les grands assemblages. Forcément, il vous faudra de la colle à bois, des clous et des vis et un lot d'embouts pour votre visseuse sans fil. Pour les embouts, ne partez pas sur les premiers prix. Tout simplement parce que vous allez être vachement déçu lorsque vous allez serrer ou alors que ça va ripper dans votre vis. Généralement, c'est l'embout qui casse et c'est vraiment décevant. Et le 7e point que j'aimerais aborder dans cette vidéo, c'est les produits de finition. Là-dessus, c'est pareil, il existe un tas de produits de finition et ce n'est pas forcément nécessaire d'avoir toute la collection chez soi pour commencer à travailler le bois. Les indispensables dans les produits de finition, ça serait pour moi l'huile de lin, l'essence de térébenthine qui permettra de diluer l'huile de lin et de la cire ou de la baume des antiquaires. Ça s'arrêtera là. Tout le reste, ça peut attendre. Par contre, si vous avez vraiment besoin d'un produit spécifique pour la finition, achetez-le, mais ne l'achetez pas si vous n'en avez pas besoin. Et le dernier point, ça va être le plus important pour travailler le bois, c'est la matière première, le bois. Il y a plein de solutions pour s'approvisionner en bois. Quand on démarre, je vous conseillerais d'essayer de récupérer un maximum. Vous pouvez récupérer des fois sur les trottoirs des vieux meubles, ça peut servir à faire de nouvelles choses. Vous pouvez récupérer aussi des palettes, ça peut servir à faire des meubles en palettes, c'est la mode en ce moment. Et sur internet, il y a plein de tutoriels et d'exemples de meubles en palettes. Ensuite, pour ce qui est des gabarits d'atelier et tout ça, je vous conseillerais plutôt de partir soit sur du contreplaqué, soit sur du MDF, où là, vous pouvez aller le chercher directement en grande surface de bricolage. Par contre, pour tout ce qui est bois spécifique, si vous avez la chance d'avoir une scierie pas loin de chez vous, allez-y, vous payerez pas moins cher et peut-être même moins cher que dans les grandes surfaces de bricolage, et vous aurez le conseil en plus de quelqu'un qui s'y connaît. En grande surface de bricolage, généralement, le bois n'est pas forcément sec et n'est pas forcément de bonne qualité. Alors, cette vidéo arrive à sa fin. Et là, vous allez me dire, mais il a oublié plein de choses. Non, je vous répondrai. Tout simplement parce que je prends comme exemple mon expérience personnelle où j'ai démarré ma première réalisation avec une scie circulaire, un marteau, une visseuse et quelques ciseaux à bois. Et ensuite, je me suis équipé en allant parce que j'avais besoin de ceci, parce que j'avais besoin de cela. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire tout de suite de claquer 10 000 balles dans du matos qu'on va peut-être pas forcément utiliser tout de suite ou qu'on va pas savoir utiliser. Le plus important, c'est quand même d'acquérir les bases et ensuite de voir comment on peut optimiser notre travail. Alors, j'ai pas parlé forcément des rabots d'égo parce que pour moi, c'est encore faisable à la main. Et si vous savez raboter des gauchires à la main, c'est juste génial. Après, la machine vous rendra service et elle vous optimisera le temps de fabrication, mais c'est pas forcément nécessaire quand on démarre le travail du bois. Donc, je sais très bien que ce genre de vidéo peut intéresser des gens, que certains la
critiqueront et ne jureront que par du matos exceptionnel. Je conçois que certains puissent acquérir du matos exceptionnel tout de suite, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et la vidéo a quand même pour but de cibler les débutants qui n'ont pas forcément le budget à mettre dans le travail du bois et qui n'ont pas forcément le budget pour acheter des grosses machines. Avec tout ce que je vous ai cité dans la vidéo, même si ça commence à faire un petit budget, il y a moyen de s'en sortir et de faire de belles choses. J'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire sous la vidéo. Allez voir aussi dans la description de la vidéo, je vais mettre quelques liens sur les outils indispensables. Et ne vous inquiétez pas, je suis ouvert au débat, donc n'hésitez surtout pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire ce que vous en pensez et quel est votre point de vue. Sur ce, je vous remercie toujours de me suivre sur la page Facebook et de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.